Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Col, aujourd'hui numéro 47. Et je vous propose ici de calculer l'intégrale de Fresnel, donc l'intégrale qui va de moins infini à plus infini, de l'exponentielle moins it carré dt. Donc cette intégrale-là fait partie de la longue liste qu'on pourrait faire des intégrales incontournables qu'il faut avoir fait ou abordé au moins une fois en études supérieures mathématiques, que ce soit en faculté ou en classe préparatoire, au même titre que l'intégrale de Gauss ou l'intégrale de Dirichlet, que j'ai déjà traité sur cette chaîne, et je vais vous mettre les liens en description si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil. Et donc l'intégrale de Fresnel, dans la même logique, il fallait que je l'aborde, donc je l'aborde et je profite notamment du contexte, puisque les étudiants de 2e et 3e année ont terminé leur concours et j'en profite pour les féliciter. J'espère que ça s'est bien passé pour eux et on croise les doigts pour les résultats d'ici début juin. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Et bien ces étudiants-là, pour ceux qui ont passé CCP en maths 1 2022, ils ont eu affaire à des études liées à la convergence et au calcul de cette intégrale-là. Donc, comme quoi, voilà, ça montre bien que ça fait partie des intégrales classiques. Il y a également eu des sujets centrales, il y a quelques années de ça, des sujets centrales qui abordaient aussi l'intégrale de Fresnel, et bon, j'en suis un peu moins certain, mais il y a également, je crois, des sujets Ming-Pong qui abordaient aussi ces calculs d'intégrale de Fresnel. Donc ça montre bien que, voilà, ça fait vraiment partie des intégrales classiques qu'il faut avoir vu au moins une fois, et donc vraiment, c'est... Ce type d'intégrale-là, vraiment, il fallait vraiment que je vous le propose, donc c'est maintenant que je le fais. Avant de me lancer dans la résolution, je tiens à préciser que je ne vais employer que des outils qui sont au programme de classe préparatoire. Je vais toutefois me permettre une petite folie. À la fin de la résolution que je vais vous proposer, je vais parler d'une seconde résolution qui fait appel à de l'analyse complexe, puisque j'ai eu l'occasion de vous introduire quelques outils d'analyse complexe, lors notamment de l'Exode-Col qui avait pour but de faire la preuve du théorème de D'Alembert-Gauss. J'ai introduit quelques outils d'analyse complexe et j'aimerais vous montrer dans cet exemple-là en quoi ces outils d'analyse complexe peuvent être utiles pour calculer des intégrales. Et donc on y reviendra à la fin de la première résolution qui, elle, ne fera appel qu'à des outils de classe préparatoire. On pourra d'ailleurs, je le dis tout de suite, on pourra d'ailleurs remarquer que la résolution que je vais vous proposer, qui ne fait appel qu'à des outils de classe préparatoire, va être assez proche d'une autre résolution qui est liée au calcul de l'intégrale de Gauss. En parlant d'intégrale de Gauss, je vais admettre un résultat, par contre, parce que je vais en avoir besoin. Je vais admettre le résultat suivant. Donc l'intégrale de Gauss égale la racine carrée de pi. Et je vais en avoir besoin pour les deux résolutions en fait. Donc pour les deux résolutions que je vais vous proposer, je vais avoir besoin du résultat sur l'intégrale de Gauss. Ce résultat sur l'intégrale de Gauss, encore une fois, si vous voulez voir comment on démontre ça avec des outils de classe préparatoire, il existe bien sûr d'autres résolutions, mais si vous voulez voir une résolution avec des outils de classe préparatoire, vous pourrez jeter un coup d'œil à l'Exode-Col associé. Je vais également faire référence à un autre Exode-Col à un moment donné dans la résolution, dans le calcul, dans la première résolution dont je vais parler. Je vais faire référence à l'Exode-Col numéro 37, où je me lance à faire un calcul d'intégrale assez particulier, le calcul de l'intégrale de racine carrée de tangente de x, l'intégrale compris entre 0 et... alors par contre je ne me souviens plus si c'est pi... Je crois que c'est pi sur 2, donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine carrée de tangente t. Et dans ce calcul d'intégrale, il y a un moment donné, je vais me retrouver, en fait, quand je vais faire les calculs avec l'intégrale de Fresnel, il y a un moment donné, je vais me retrouver avec des intégrales que j'ai déjà calculées dans cet exercice-là. Et donc, sans répit, je vais utiliser ce calcul. Et donc, si vous voulez voir les détails des calculs des intégrales qui seront en question, et je vous inviterai à jeter un coup d'œil à cet Exode-Col. Ok, alors on est parti pour la résolution de cet exercice, calculer l'intégrale de Fresnel. Et donc tout d'abord, on va faire ça qu'avec les outils de classe préparatoire. Alors bien évidemment, à chaque fois qu'on a une intégrale, il y a toujours une question qui est de mise, qui est de savoir est-ce que l'intégrale converge. Alors je vais me permettre de faire une petite modification sur le calcul d'intégrale que je vais faire, puisque
on peut remarquer tout de suite que la fonction qui est dans l'intégrale est paire, et donc calculer cette intégrale revient également à calculer l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle de moins it carré dt, en utilisant la parité. Donc je vais me permettre de faire ça et de me ramener à un calcul d'intégrale, donc ici l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins it carré dt. Donc je vais calculer cette intégrale, et donc dans un premier temps, on va montrer la convergence de cette intégrale, hein, donc de 0 à l'infini de exponentielle moins it carré dt. Alors, comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause pour essayer par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre concernant cette résolution. Ok, alors bon, pour la convergence de l'intégrale, eh bien, on utilise les outils classiques. Hein. Donc, dans un premier temps, je vais dire que la fonction dans l'intégrale est continue. Ça, on s'y attend. Donc, la fonction f qui a t associe exponentielle moins it carré dt, pas dt, pardon, moins it carré est continue de R vers C. Donc, notamment de R plus vers C. Ça, c'est assez clair. Et puis, maintenant que j'ai la continuité, il reste à savoir ce qui se passe au voisinage de plus infini. Donc, savoir que c'est continu, ça me permet de me ramener à une intégrale autre qu'avec une borne 0. Donc, notamment, je vais pouvoir dire que montrer la convergence de l'intégrale à proprement parler revient à montrer la convergence de l'intégrale, mais cette fois-ci avec un petit changement de borne. Je change la borne de départ, au lieu de partir de 0, je vais partir de 1. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. Et donc, une fois que j'ai ça, maintenant j'aimerais bien essayer de montrer que tout se passe bien en plus infini. Sauf que si je veux essayer de voir le module de cette chose, le module de cette chose ça vaut 1. Je suis un peu embêté, donc je vais avoir un peu de mal à essayer de montrer que cette intégrale converge, sachant qu'il y a un petit souci concernant le fait de passer par le module. Donc la fonction en tant que telle n'est pas intégrable en fait. La fonction en tant que telle n'est pas intégrable. Mais il va se passer quelque chose d'assez intéressant, et si vous repensez à ce que vous faisiez pour essayer de démontrer que l'intégrale de Dirichlet existe, donc converge, et bien si vous repensez à cette méthode-là, la méthode que je vais utiliser ici va être assez similaire. En effet, dans la méthode pour l'intégrale de Dirichlet, donc c'est l'intégrale de 0 à l'infini de sinus t sur t, pour cette intégrale-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de faire une IPP, dans le but de faire intervenir quelque chose en 1 sur t carré, et comme ça, quelque chose en 1 sur t carré, si quelque chose au-dessus est constant, ou quelque chose qu'on peut borner, et on va pouvoir conclure que l'intégrale converge. Ça va être exactement le même genre d'idée que je vais faire ici. J'aimerais bien essayer d'intégrer par exponentielle de moins it carré, donc essayer de trouver une primitive si on veut. Donc j'aimerais bien essayer de trouver une primitive de l'exponentielle de moins it carré, de façon à essayer de faire intervenir quelque chose en sur t carré. Et donc, avec cette idée-là, je vais pouvoir écrire que mon intégrale, c'est la même chose que t fois exponentielle moins it carré sur t dt. Et maintenant, pourquoi je fais intervenir ce fois t divisé par t? C'est tout simplement pour pouvoir faire intervenir quelque chose de la forme u' fois exponentielle de u. Et donc, quand j'ai quelque chose comme ça, je vais pouvoir donner une primitive de cette chose. Et donc, je peux appliquer une intégration par partie en intégrant donc le numérateur, donc ça va me donner exponentielle de moins it carré divisé par moins 2i, et le tout divisé par t, puisque ensuite je vais dériver le 1 sur t. Donc je vais 1 jusqu'à l'infini. Alors, moins, et puis après il y a un moins qui apparaît ici, mais il y a également un moins qui va apparaître en dérivant 1 sur t. 1 sur t, ça donne, la dérivée, ça donne moins 1 sur t carré. Donc je vais obtenir moins, donc le signe moins, intégrale de 1 à l'infini de exponentielle moins it carré sur 2i t carré dt. Alors maintenant, si je veux pouvoir conclure que cette intégrale converge grâce au fait que cette intégrale converge, il faut vérifier que l'IPP est valide. Pour que l'IPP soit valide, il faut que le crochet converge. Et en effet, le crochet converge, puisque c'est continu, déjà.
la fonction à l'intérieur est continue, donc en 1 on n'a pas de problème, et en plus infini, donc elle est continue sur 1 plus infini, donc en 1 il n'y a pas de problème, et en plus infini, on peut remarquer que le module de exponentielle moins it carré sur moins 2it, et ben c'est exactement égal à 1 sur 2t, et ça, quand t tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc c'est gagné, le crochet converge, donc l'IPP est valide, et donc montrer que cette intégrale converge revient à montrer que cette intégrale converge. Et cette intégrale converge parce qu'elle est intégrable, la fonction à l'intérieur est intégrable, au voisinage de l'infini, hop, puisque si je regarde à nouveau le module ici est encore très très simple, c'est 1 sur 2t carré, et ça, je sais que c'est intégrable. Donc intégrable par Riemann. Critère par Riemann. Bon, je vais juste écrire Riemann. Voilà. Donc c'est terminé, j'ai que cette intégrale converge, donc cette intégrale converge, donc cette intégrale converge. Et donc l'intégrale de départ converge, pas de problème. Bon voilà, donc ça c'est fait. On sait que l'intégrale converge, c'est impec. Alors maintenant je vais passer par une fonction qui va être définie via une intégrale à paramètres. Hop. Et donc je vais définir la fonction suivante, je vais l'appeler g. Donc g de x, ça va être l'intégrale de 0 à plus infini de exponentielle moins u carré plus i, le tout fois x carré divisé par u carré plus i du. Donc je considère cette fonction-là définie à paramètres. Et donc la première question que je pose, c'est de montrer que g est C1 et calculer sa dérivée. Donc elle est C1 sur, alors elle va être C1 sur R plus étoile. Donc on va essayer de montrer qu'elle est C1 sur R plus étoile. N'hésitez pas encore une fois à faire une pause pour essayer de répondre à cette question avant que je ne dise quoi que ce soit. Comme d'habitude, je pense que vous devriez avoir un petit peu l'habitude pour ceux qui me suivent depuis un moment. Sinon, voilà, n'hésitez pas à faire une pause. Alors, donc, si je veux montrer que G est C1, là il faut ressortir toute la panoplie, toutes les petites choses qu'il faut checker, hein, c'est le théorème de Leibniz si on veut. Donc, je vais poser une petite fonction pour les deux paramètres. On va poser soit phi de xu égale la fonction à l'intérieur de l'intégrale, donc moins u carré plus i fois x carré divisé par u carré plus i. Ok. Et donc, bon, quelles sont les choses qu'il faut checker? Eh bien, la première chose qu'il faut checker, c'est que pour tout, donc déjà, il faut vérifier que la fonction est intégrable en tant que telle. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, il faut que la fonction qui a u associe phi de xu est intégrable sur R+. Alors phi, ce phi-là, il va être en effet intégrable, puisque si je regarde le module de phi de xu, ce module, ça va être égal à exponentielle de moins u carré x carré, divisé par le module de u carré plus i. U ici, c'est un nombre réel, donc je vais me retrouver avec racine carrée de u4 plus 1. Partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré, le tout sous une racine. Donc j'ai ça, et au pire des cas, x s'approche de 0, donc ce truc-là, c'est plus petit ou égal à 1 sur racine carrée de u4 plus 1. Donc j'ai même une hypothèse de dominance, c'est encore mieux. Et donc cette hypothèse de dominance, ça me permet de conclure, il n'y a pas trop de problème. Parce que ce truc-là, il est équivalent à 1 sur u carré quand u tend vers plus infini. On va dire ça comme ça. Et donc critère de Riemann. Voilà, donc ça, pas de problème. En dehors de ça, la fonction est clairement continue. Donc voilà, la fonction est clairement continue sur, je vais peut-être le dire. Donc la fonction qui a eu associe phi de xu est continue. Il faudra au minimum que ce soit continu par morceau. Voilà, elle est continue sur R+, donc il n'y a pas de problème. Ok, alors ça c'est bon. Maintenant, je vais vérifier pour x. Je vais regarder pour u. Alors si je regarde pour u, pour tout u dans R+, il faut que la fonction qui a x associe phi de xu soit C1.
donc sur R plus étoile. Alors en effet, elle est C1 sur R plus étoile, et sa dérivée, donc la dérivée de phi par rapport à x, eh ben, elle va être assez simple, puisque quand je vais dériver, le u carré plus i va sortir et il va se simplifier avec le u carré plus i en dénominateur. Et je vais avoir un moins fois 2x qui va apparaître en plus dans l'affaire, donc moins 2x fois exponentielle de moins u carré plus i, le tout fois x carré. Donc je me retrouve avec ça, très bien. Bon, et puis maintenant il faut regarder ce qui se passe pour la dérivée. Et c'est là où il va y avoir un petit souci. Parce que si je regarde ce qui se passe pour x en général dans R plus étoile, je vais être confronté à un tout petit problème. Puisque bon, je vais peut-être avoir un peu de difficulté à trouver une dominance pour cette dérivée. Et ce que je vais faire, c'est que au lieu de travailler pour x dans R plus étoile, je vais travailler sur un ouvert quelconque de R plus étoile et pouvoir conclure que la fonction est C1 sur l'ouvert, etc., etc. Un truc assez classique, mais il faut y penser. Donc voilà, alors je vais effacer juste les premières lignes que j'ai écrites pour pouvoir avancer. Donc je vais effacer ça. Et donc maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est que la fonction, donc là ce que je vais faire, c'est la chose suivante, on va prendre soit A et B distincts, A plus petit b et toutes les valeurs strictement positives. Pour tout x dans l'intervalle AB, ouvert, donc pour tout x dans l'intervalle AB ouvert, il faut montrer que la fonction qui a eu à ceci dérivée partielle de phi par rapport à x, de xu, est intégrable. Donc est intégrable sur R+, sur R+. Et donc pour cela, je peux remarquer, encore une fois, si je fais le module, ça va être égal, donc là encore une fois je peux le calculer, ça va être égal à 2 fois x fois, alors ce qui se passe en i ça dégage, j'ai exponentielle de moins u carré x carré. Et c'est là où vous voyez qu'il peut y avoir des petits soucis quand x approche de 0. D'accord ? Bon, à vrai dire, on pourrait peut-être s'en sortir un petit peu en trouvant un majorant adapté, etc., en cherchant une expression particulière, mais là je vais faire au plus simple, c'est pour ça que j'ai travaillé avec les ouverts. Comme ça, je vais pouvoir donner un majorant très rapidement. Donc là, un majorant que je peux donner très rapidement. Donc ça, c'est inférieur ou égal. Là, pour 2x, la valeur la plus grande que je peux avoir, c'est en prenant x égale b. Donc je vais avoir 2 fois b fois exponentielle de moins. Et là, pour ce qu'il y a dans l'exponentielle, la valeur la plus grande que je puisse avoir, c'est quand x est petit. Et donc, c'est-à-dire quand x vaut a ici. Donc u carré fois a carré. U carré fois a carré. Et la fonction qui est là-bas, elle est bien intégrable, pas de problème. Donc cette fonction-là, elle est bien intégrable, car en fait, c'est un petit taux, si on veut, de 1 sur u carré, quand u s'approche de l'infini. Ok, donc je crois bien qu'on a vérifié tout ce qu'il fallait. On a la dérivabilité, on a la continuité de notre fonction phi par rapport à x. On a le fait que la fonction par rapport à u et la dérivée par rapport à x de la fonction que je regarde par rapport à u, c'est intégrable sur R+, etc. Donc j'ai toutes les conditions nécessaires pour appliquer le théorème de Leibniz, qui me permet donc de dériver. Donc G, on conclut alors que G est C1 sur n'importe quel ouvert. Donc là ce qu'on conclut, c'est qu'elle est C1 sur n'importe quel ouvert, sur tout ouvert AB de R plus étoile. Et donc, G est C1. Oups. Donc G est C1 sur R plus étoile. Et donc on peut calculer sa dérivée. Sa dérivée, à la place de phi de xu, je mets la dérivée de phi par rapport à x de xu. Donc j'ai l'intégrale de 0 à plus infini de moins 2x fois exponentielle de moins u carré plus i, le tout fois x carré du. Bon, mais il se trouve que cette dérivée, je peux continuer à la calculer.
je peux ne pas m'arrêter là et la calculer jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus d'intégrale. Et bien c'est ce que je vais faire ici, je vais continuer à la calculer. Donc je vais continuer à calculer, je vais effacer un petit peu maintenant que j'ai montré que G était C1. C'est bon. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière si vous avez besoin de rejeter un coup d'œil à ce qui a été fait. Hop. Si je suis allé un petit peu vite, c'est possible. Donc si je calcule ce que vaut G' de x, eh bien je vois qu'il y a moins 2x que je peux mettre en facteur, il y a même l'exponentielle de moins ix carré que je peux mettre en facteur, donc je ne m'en prive pas. Moins 2x fois exponentielle moins ix carré intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins u carré x carré du. Et on peut remarquer quelque chose, je vais pouvoir faire un changement de variable dans l'intégrale. Et je ne vais pas m'en priver. Donc je vais poser v comme étant égal à u fois x. Cette fonction-là, c'est bien un C1 difféomorphisme parce que c'est une application linéaire. Et x étant strictement positif, c'est là où on voit aussi que c'était important de travailler sur un plus étoile. Là, ici, comme x est strictement positif, il n'y a vraiment aucun problème. Donc je peux faire ce changement de variable. Si je fais ce changement de variable, j'ai donc que dv sur x égale du. Et je remplace. Donc je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec le x qui va simplifier, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Donc moins 2x exponentielle moins ix carré intégrale de 0 à l'infini, les bornes ne changent pas, de exponentielle de moins v carré, donc on a dit dv sur x, impeccable. Et donc là j'ai les x qui se simplifient, et puis je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à l'intégrale de Gauss, donc quelque chose qui ressemble à ça. Sauf que c'est pas tout à fait la même expression, je commence à 0, mais c'est pas grave, c'est juste une question de parité, puisque cette intégrale-là, c'est la même chose que 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini, de l'exponentielle moins t carré dt. Donc, autrement dit, cette intégrale que j'ai écrite là-bas, elle vaut racine carrée de pi sur 2. Et donc, si je remplace, le 2 va se simplifier également, et je me retrouve donc avec moins racine carrée de pi fois exponentielle de moins ix. ix carré, pardon, j'ai oublié un carré. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que g de x, c'est une primitive de exponentielle moins ix carré à une constante près. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir écrire qu'en fait ma fonction g de x, donc, g de x est égal, juste par propriété de calcul de primitive, g de x, ça va être égal à l'intégrale de cette fonction, donc bon là je sens la constante, intégrale de cette fonction de 0 à x de exponentielle moins i t carré dt, plus une certaine constante. Alors comment je fais pour obtenir ma constante? Je vais regarder ce qui se passe quand x s'approche de 0 ou quand x vaut 0. Alors si je veux regarder ce qui se passe quand x tend vers 0, bon, on a déjà vu pas mal de conditions concernant cette fonction dans l'intégrale, et on a vu notamment le fait que la fonction était dominée, etc., qu'elle est continue, donc il n'y a vraiment pas trop de problème là-dessus. Et donc, je peux appliquer le théorème de inversion limite intégrale, d'accord? Donc il y a la convergence dominée, il y a le fait que les fonctions sont intégrales, etc. En fait, les conditions qui permettent d'échanger limite et intégrale sont déjà respectées grâce aux conditions qu'il fallait vérifier pour être C1. Donc là, si je veux une limite en 0, il faut juste que je m'assure que quand je remplace x par 0, l'intégrale converge. Ça va bien être le cas, puisque bon, on a déjà vu que 1 sur u carré plus i, si je regardais le module, ça va ramener à 1 sur u4, racine carrée de u4 plus 1. Donc vraiment, il n'y a pas de souci, l'intégrale converge. Et donc ça me permet de dire que la limite de quand x tend vers 0 de g de x, ça va être égal à l'intégrale de 0 à plus infini de 1 sur u carré plus i du. Okay. Donc je rappelle les conditions. Vraiment, il faut vérifier que la fonction à l'intérieur de l'intégrale est continue en x, que ça doit être intégrable en u, et qu'en plus il doit y avoir une dominance, et la dominante ici c'est 1 sur racine carrée de u4 plus 1 en termes de module. Donc il faut une dominante sur le module, et il y a bien une dominante sur le module, donc il n'y a pas de souci. En effet, on peut appliquer la convergence dominée. Ou alors on peut juste dire que la fonction, comme elle est C1, on peut la ramener à C0, et le fait d'avoir... après, la seule question c'est est-ce qu'il y a bien continuité en 0, mais... Enfin voilà.
En fait, toutes les hypothèses pour qu'on échange de limite et intégrale sont déjà vérifiées par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, ok. Mais d'un autre côté, c'est égal à la constante C. Donc d'un autre côté, c'est égal à la constante C, puisque l'autre intégrale, l'intégrale de 0 à 0, ça me donnera 0. Donc, qu'est-ce que je conclus? Eh bien, je conclus que ma fonction g de x, elle est donc égale à moins racine carrée de pi fois l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins it carré dt, plus constant, donc plus l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur u carré plus i du. Donc j'en suis arrivé là, ça c'est plutôt cool. Et puis maintenant, ce que j'aimerais, c'est voir ce qui se passe quand x tend vers plus infini. Bon, quand x tend vers plus infini, je vous le donne en 1000, on peut assez facilement, je pense, vérifier que, encore une fois, la limite, les limites intégrales, l'inversion limite intégrale est encore possible. Toujours, encore une fois, grâce au théorème de convergence dominée. Donc, je vais peut-être l'écrire quand même que c'est le théorème de convergence dominée, qui s'applique vraiment bien parce qu'on a déjà vérifié tout ce qu'il fallait sur la fonction à l'intérieur, le phi de xu. Et encore une fois, si je veux regarder en plus infini, là pareil, hein, on sait qu'elle est dominée, encore une fois, en termes de modules. Et si je regarde la limite quand x tend vers plus infini, je vois que ici, ce qui va prédominer en termes de modules, c'est le u carré exponentiel x carré. Donc on voit assez bien que quand x tend vers plus infini, le terme général va tendre vers 0. Donc on va se retrouver avec... donc si on n'est pas forcément... On peut ne pas être convaincu par ce qui se passe ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est juste regarder l'intégrale de... donc ce qu'on pourrait faire, c'est ça, regarder l'intégrale de a à plus infini de exponentielle moins u carré fois plus i, le tout fois x carré sur u carré plus i du. Mais au lieu de regarder en 0, on regarde en 1. Je regarde le module de ça, j'utilise l'inégalité triangulaire qui me permet de dire que c'est inférieur ou égal à l'intégrale de a à plus infini du module de ce qu'il y a à l'intérieur, mais le module de ce qu'il y a à l'intérieur, je vais pouvoir écrire exponentielle de moins a x carré divisé par... Donc le x, je ne veux pas y toucher, le a, c'est bon, j'ai mis la valeur maximale que je pouvais obtenir, et je veux quoi? Je veux la constante ici, donc la constante ici c'est u carré, donc je peux laisser juste u carré plus i du, donc je me retrouve avec, pas u carré plus i, pardon, je veux écrire racine carrée, je vais écrire le module quoi, donc racine carrée de u4 plus 1, ça sera mieux. Donc j'ai ça, et puis on voit assez clairement maintenant, donc si j'écris ça, j'ai exponentielle de moins a x carré fois l'intégrale de a à plus infini de ça, d'accord? Et donc on voit que quand x tend vers plus infini, ce truc-là tend vers 0. Ok? Donc l'intégrale de a à plus infini, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire tendre a vers 0. Et ça, comme cette propriété-là est vraie pour tout a dans R plus étoile, on conclut par continuité, puisque G est une fonction C0 sur R plus étoile, même sur R+, puisque en fait la condition de dominance était vraie sur R+. Donc voilà, donc on conclut en effet que tout va bien, cette limite-là, elle vaut 0. Mais d'un autre côté, elle vaut moins racine de pi fois intégrale de 0 à x exponentielle i moins it carré dt plus l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur u carré plus i du. Voilà. Bon. Je répète, la fonction g est C0, hein, les conditions pour vérifier que c'est C1. Donc ça aussi, ça permet vraiment de conclure ces choses-là. Ok? Bon. Donc j'en suis là et j'ai réussi à mettre en avant une égalité assez intéressante. Je viens de réussir à montrer que en fait l'intégrale que je cherche, donc là c'est pas x, c'est infini que je vais mettre ici. L'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins it carré dt, c'est en fait la même chose que 1 sur racine de pi fois l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur u carré plus i du.
Bon, maintenant, reste à calculer cette chose-là. Alors, calculer cette chose-là, on va pas s'amuser à décomposer la fraction telle qu'elle est. On n'est pas forcément très content d'avoir des nombres complexes en dénominateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire apparaître au numérateur. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Puisque maintenant, voilà, là, le problème est ramené à calculer cette intégrale-là. Maintenant qu'on est ramené à calculer cette intégrale-là, il n'y a plus que du calcul à faire. Donc là, cette intégrale-là, justement, 1 sur u carré plus i du, donc 0 à l'infini. Ça, c'est la même chose que l'intégrale. Alors, je peux écrire l'intégrale de 0 à l'infini et j'utilise le conjugué. Donc j'ai u carré moins i divisé par u4 plus 1 du. Et donc, autrement dit, je suis ramené à calculer l'intégrale de 0 à l'infini de u carré sur u4 plus 1 du. Moins i fois l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur u4 plus 1 du. Donc ça, on va dire que c'est l'intégrale i, et puis ça, on va dire que c'est l'intégrale j. Voilà. Donc il reste à calculer maintenant les intégrales i et j. Alors je vais faire d'abord une première chose, et puis ensuite, je ne vais pas faire le calcul jusqu'au bout, puisque le calcul, il aura été déjà fait. Donc je vais y venir dans un instant. J'aurais peut-être dû écrire l'égalité pour l'instant à laquelle nous en sommes. Donc là, nous en sommes au fait que notre intégrale de Fresnel, it carré dt, et bien c'est la même chose que 1 sur racine de pi fois grand I plus petit i fois j, grand J. Donc, pas plus, moins, pardon, moins. Oups, moins. Voilà. Alors maintenant, ce que j'affirme, c'est que I égale J. Ça, on peut le faire sans faire de gros calculs, donc n'hésitez pas à essayer de voir en quoi I égale J. Quand I égale du grand J. Ok, alors pour voir que grand I égale grand J, il suffit de faire un petit changement de variable qui va être le suivant. Je vais changer U en 1 sur U. Donc là, notamment pour J. Je vais partir de J. Donc J, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur U4 plus 1 du. Et je vous propose le changement de variable suivant. V égale 1 sur U. Donc ce changement de variable, la fonction qui a U a ceci. 1 sur U est un C1 difféomorphisme. Donc c'est un C1 difféomorphisme sur R plus étoile. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire C1 difféomorphisme? Ça veut dire que la fonction est une fonction C1 et que sa dérivée ne s'annule jamais. D'accord. Donc c'est ça qui est assez important. Et ici on peut vérifier que la fonction inverse est bien un C1 difféomorphisme de R plus étoile vers lui-même d'ailleurs. D'accord. Donc sur R plus étoile vers lui-même. Ok. Donc maintenant que je sais que c'est un C1 difféomorphisme, très bien, ça veut dire que mon changement de variable est licite. Et donc, si je dérive, je vais faire donc que dv. Alors, je vais changer plutôt du. Donc, dire que v égale 1 sur u, c'est la même chose que de dire que 1 sur v égale u. Et donc, si je dérive, j'obtiens moins dv sur v carré est égal à du. Et donc, si je remplace, j'obtiens que j est égal à l'intégrale. Alors, normalement, je devrais écrire l'intégrale de l'infini à 0 de quelque chose moins dv sur v carré, mais le moins, je vais l'utiliser pour remettre les bornes dans le bon sens. Donc je vais avoir l'intégrale de 0 à l'infini. Alors on a dit 1 sur v carré divisé par 1 sur v4 plus 1 dv. Et maintenant si je multiplie par v puissance 4 en haut et en bas, j'obtiens intégrale de 0 à l'infini de v carré sur v4 plus 1. Donc si je multiplie par v4, on obtient ça, qui correspond exactement à l'intégrale i. Donc voilà, donc les deux intégrales i et j sont les mêmes. Bon. Et puis maintenant, il reste donc à calculer i. Ou j, suivant votre préférence. Bon, il se trouve qu'il y a une des deux intégrales que j'ai déjà calculées. Alors, et c'est pour ça que je fais référence à l'exode code 37. Donc, si vous voulez voir le calcul de l'intégrale i, à peu de choses près,
Alors je vais balancer le résultat ici, donc le résultat qu'on va obtenir c'est pi sur 2 racines de 2. Et je fais référence à, donc c'est pour le calcul, pour la suite, enfin pour le calcul, détaillé, CF, l'exo de colle, 37. Donc je vais juste mettre 37, vous avez compris que c'est l'exo de colle. Ok, donc je vous renvoie à cet exo de colle parce que dans cet exo de colle, je fais le calcul. Donc normalement, à la base, je fais le calcul d'une racine carrée de tangente t compris entre 0 et pi sur 2. Mais pendant ce calcul, je suis ramené à calculer une intégrale qui ressemble beaucoup à celle-là, juste c'est un fois 2. Et le résultat que j'obtiens à la fin du calcul, j'obtiens pi sur racine de 2. Donc bon, bah, en enlevant le fois 2, j'obtiens pi sur 2 racine de 2. Voilà. Donc je me permets, étant donné que développer ce calcul est un peu long à faire, et donc je ne serai pas forcément à l'abri de faire une erreur si je devais me lancer à le faire là comme ça direct, je vous invite à regarder ce calcul détaillé si vous voulez y jeter un coup d'œil dans l'exo de colle 37. Bref, sinon, si vous me croyez sur parole ou si vous avez déjà vu ce calcul-là ou déjà vu quelque part, en tout cas, le résultat de cette intégrale-là, eh bien on peut donc conclure que l'intégrale de Fresnel de l'exponentielle moins it carré, donc c'est pas encore celle-ci, mais on y est presque, hein, c'est égal à donc 1 sur racine de pi, le tout fois donc pi sur 2, bon je peux le mettre en facteur, hein, je vais le faire tout de suite, donc fois pi sur 2 racine de 2, 1 moins i. Et donc en simplifiant un peu plus, on obtient racine carrée de pi sur 2, le tout fois 1 moins i, divisé par 2. Et donc il me reste à multiplier par 2 pour avoir le résultat final. Donc le résultat final de mon intégrale est donc racine carrée de pi sur 2, le tout fois 1 moins i. Et voilà. Donc c'est essentiellement la méthode qui est employée pour calculer cette intégrale-là dans le sujet CCP. Certes, à la place d'un moins, il y a un plus, mais c'est juste une histoire de conjuguer. Donc le résultat que vous devriez obtenir, c'est 1 plus i divisé par 2, parce que vous le regardiez de 0 à plus infini. Mais globalement, le raisonnement est le même, hein, à peu de choses près. Il y a juste quelques petits signes peut-être qui changent par-ci par-là. Mais globalement, c'est vraiment le même raisonnement. Et on arrive à conclure. Donc voilà le résultat, et voilà comment on peut calculer l'intégrale de Fresnel avec des outils de classe préparatoire. Alors maintenant, comme je l'ai dit, je vais me permettre une petite folie et vous parler d'une autre façon de calculer cette intégrale en utilisant des outils d'analyse complexes. Alors l'outil d'analyse complexe à laquelle je vais faire appel, je vais l'écrire là maintenant, autre méthode, via analyse complexe. Alors l'autre méthode, pour l'autre méthode, on va utiliser un théorème assez fort qui est le théorème intégral de Cauchy. Théorème intégral de Cauchy. Et pour le théorème intégral de Cauchy, il y a quelques petites conditions, mais c'est lié aux intégrales sur des lacets. Donc le théorème de Cauchy, si je devais essayer de l'énoncer brièvement, ça serait de dire, bah, vous avez eu un ouvert de C, vous avez une fonction qui va de C dans C entière, donc entière, quelque part ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de zéro en fait dans l'affaire, je pense, si je dis pas de bêtises. En tout cas c'est une histoire de développable en série entière, il y a une affaire là-dessus derrière, mais je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, bon, disons qu'il faut qu'elle soit entière, et là le plus important c'est qu'elle soit dérivable sur tout l'ouvert, donc notamment ça veut dire, donc, je ne vais pas de C dans C, je vais de U dans C, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a... oui, donc on peut dire que entière, ça signifie qu'en gros, qu'il doit y avoir que chaque valeur de U est bien définie, enfin,
l'image de n'importe quel élément de U est bien définie. On peut dire ça, même si c'est plus que ça. Donc n'importe quel élément de U est fini. Est défini. C'est un petit peu plus que ça, hein, mais bon, disons pour vous donner une idée, en gros c'est vérifier qu'il ne doit pas y avoir forcément de pôles. Normalement c'est ça le truc, il faut éviter les pôles. D'accord. Donc s'il y a des pôles, ce théorème va se modifier un petit peu. C'est un petit peu ce que j'avais, si vous repensez à la petite formule que j'avais écrite, je vais y venir de toute façon, mais si vous repensez à la petite formule que j'avais écrite dans le théorème, enfin dans les autres résolutions auxquelles j'ai mentionné pour le théorème de D'Alembert-Gauss, il y en avait une où j'avais mis une intégrale circulaire de P' sur P, et ça faisait normalement intervenir le degré de P, parce que c'est le nombre de pôles qui apparaissait. C'est lié au nombre de pôles qui devait apparaître. Donc là je vais dire comme si en fait F n'a pas de pôle. En gros, c'est ça que je suis en train de dire. Et en plus de ça, il faut qu'elle soit dérivable chez les complexes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit être holomorphe. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ce que ça veut dire holomorphe. Donc en gros, ça veut dire, c'est un sens un peu plus général de la dérivabilité, même en fait plus strict que la dérivabilité simple dans R. C'est une espèce de dérivabilité qui respecte des égalités sur les dérivés partie réelle, partie imaginaire, etc. Et ça peut se faire que sur des ouverts, etc. Bon, je ne vais pas revenir dans les détails, mais en tout cas, voilà, pour la faire rapide, c'est juste une histoire de dérivabilité dans les complexes qui peut être utilisée. Donc j'ai ça, et puis en plus de ça, je dois prendre un lacet gamma, donc un lacet qui va aller de 0,1 vers U, qui doit être un lacet, alors c'est un lacet de longueur finie. On dit souvent que ça doit être rectifiable. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on entend ici. Alors, un lacet, c'est juste dire, déjà d'abord, un lacet, c'est juste dire, vous prenez une courbe fermée, comme ceci. Donc une courbe, comme ça, qui part d'un certain point et qui revient à ce point, et qui ne s'auto-intersecte pas. Ça, je pense que ça doit être assez important. Et de longueur finie, c'est parce qu'on considère des cas de figure, pour la faire très 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 rapide, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour la faire très 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 rapide, on considère qu'on évite les cas de figure des fractales. Pour ceux qui ont déjà vu ça, peut-être, vous avez peut-être déjà vu cette histoire de, vous avez un segment, et puis ce segment, vous pouvez le subdiviser en 3 parties, et en le subdivisant en 3 parties, vous pouvez, à la place de la deuxième partie, mettre un petit cran, et puis vous itérez ça à nouveau en divisant encore par 3 chaque segment, hop, et puis on se retrouve avec ça, voilà. Ce qu'on veut éviter, c'est de se ramener à... Donc là, le problème, c'est que quand on continue comme ça, on peut se retrouver avec une espèce de courbe très très... Donc si on continue ça à l'infini, on peut se retrouver avec une espèce de courbe qui va avoir une longueur assez étrange, qui pourrait en fait ne pas être finie. Donc c'est ça qui va être assez... Et pourtant on reste plus ou moins dans un domaine... Enfin, on peut montrer qu'on reste plus ou moins dans un domaine fini. Donc c'est quand même assez étonnant. Et donc c'est pour ça que la notion rectifiable apparaît. C'est pour éviter ces problèmes de courbes un peu bizarres. Ok. Mais bon, c'est juste pour vous donner l'idée de ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Je veux juste vous faire toucher un peu du doigt ce qu'il y a avec l'analyse complexe. Et bien donc dans ce genre de cas, l'intégrale circulaire d'une fonction complexe sur z, elle vaut 0. Et il se trouve que la fonction exponentielle de moins z vérifie la propriété, de moins z carré vérifie cette propriété. Donc on va voir maintenant dans ce cas de figure comment calculer l'intégrale de Fresnel en passant par il va y avoir un lien évidemment avec l'intégrale de Gauss, mais avec quelle courbe, vous allez voir là ça dans un instant. Comment exploiter ce résultat? Encore une fois, je veux juste vous faire pressentir un petit peu les choses
pour que vous voyez comment ça peut fonctionner avec je ne dis pas que là, ce que je raconte, c'est totalement bon, hein, d'accord, je pense peut-être loin de là, mais l'idée, c'est vraiment de vous faire sentir un petit peu ce qu'il y a sur l'analyse complexe, et ce que je pourrais en tirer pour calculer les intégrales. Alors l'idée ici, c'est de se dire, en fait, exponentielle moins it carré, c'est une espèce de décalé de l'intégrale de Gauss. Mais le décalé, comment je peux le faire? Je pourrais imaginer que i, c'est le carré d'un nombre complexe. En particulier, ça pourrait être le carré de exponentielle de i pi sur 4. Et si on le voit comme ça, eh ben on pourrait dire qu'en fait, on a fait un petit décalage entre ce qui se passait pour les réels et ce qui se passe pour la demi-droite, partant de 0, d'angle pi sur 4. Et ben c'est exactement comme ça que je vais dessiner mon lacet. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que exponentielle moins i t carré, on peut, entre guillemets, mais pour l'instant l'égalité que j'écris est vraie, donc je ne vais pas mettre de guillemets, on peut le voir comme exponentielle de moins, entre parenthèses, exponentielle de i pi sur 4, fois t carré, fois t, le tout au carré. Et donc quelque part, on pourrait avoir envie de faire un changement de variable, mais faire un changement de variable avec des nombres complexes qui apparaissent, ça, c'est très très limite, d'accord? Donc normalement, c'est le genre de truc qu'il faut éviter. Et donc, pour éviter ça, le bon moyen, c'est de se dire que, en fait, on est en train, au lieu de travailler sur la droite réelle, on est en train de travailler sur la droite, mais légèrement décalée, donc d'un angle pi sur 4. Donc c'est ce que je vais faire, je vais considérer un lacet. Hop, qui va être le suivant. Alors je l'oriente, hein, le lacet, il faut toujours l'orienter pour dire quel est le point de début et quel est là ici je vais partir de 0 et comme ça permet de dire quel est le point de départ et l'arrivée, hein, on peut dire ça comme ça, un peu comme pour un circuit électrique, des choses comme ça, c'est une convention assez importante ici. Donc là, mon ouvert U c'est R, hein, d'accord, l'exponentielle, la fonction f de z, ici c'est la fonction exponentielle de moins z carré. L'exponentielle de moins z carré vérifie les conditions du théorème sur C, hein, sur carrément tous les complexes. Okay. Et donc le lacet que je considère est le suivant. Donc je vais partir de 0, je vais avancer sur la droite réelle, donc là c'est la droite réelle. Je vais avancer sur la droite réelle jusqu'à arriver à grand R. Puis ensuite, je fais une rotation. Donc ici, ici, les éléments que j'écris, c'est juste T. D'accord. Ici, les éléments que je peux écrire, je peux les écrire comme étant R fois exponentielle de I quelque chose. Donc I θ, disons. D'accord. Et le θ va varier entre 0 et pi sur 4. Donc pi sur 4. Mais vous remarquerez que je les prends à module fixé. Voilà. Et puis, ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir quelque chose de la forme t fois exponentielle de i pi sur 4. Voilà, donc on voit, donc ça c'est z égale t, z égale quelque chose comme ça, et z égale quelque chose comme ça. Et donc, là, le théorème de Cauchy me dit que l'intégrale fermée sur ce lacet vaut 0. D'accord? L'intégrale fermée sur ce lacet vaut 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je décompose un petit peu ce lacet, je me rends compte que je suis en train de faire l'intégrale de 0 à R, et c'est pour ça que l'orientation est importante. L'intégrale de 0 à R de exponentielle de moins t carré dt, plus, là maintenant je fais une intégrale, et là quand je fais dz, qu'est-ce qui se passe? Je vais dériver ce qui se passe par rapport à θ. La variable ici en jeu c'est θ. D'accord? Là ici la variable en jeu c'est t, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais ici quand je dérive, je vais faire sortir un i fois d, là quand je dérive ce truc là, je vais avoir i fois dθ. Donc je vais avoir plus l'intégrale de 0 à pi sur 4. De quoi? Donc j'ai dit dz, je vais l'écrire. dz, ça va correspondre à r i exponentielle i θ dθ. Ok? Et donc, cette intégrale-là, c'est l'intégrale de exponentielle de moins r i, r e
donc r carré EI de θ, donc ça veut dire que je mets au carré, là c'est exponentielle de moins z carré, fois R I exponentielle Iθ dθ. Ok, donc j'ai cette intégrale un peu moche, mais c'est pas grave. Et puis enfin, plus, la dernière intégrale, cette fois-ci, je fais varier le module de R vers 0. Donc j'ai une intégrale qui va de R vers 0. De quoi? Bon là, si je dérive par rapport à t, si je dérive par rapport à z, la seule variable qui apparaît c'est t, donc je dérive par rapport à t. Donc je vais avoir exponentielle de I pi sur 4 fois exponentielle de moins t carré EI pi sur 4 au carré, donc EI pi sur 4 au carré va me donner I, hein, donc exponentielle de moins I t carré dt. Et ça, je sais que c'est égal à 0, donc c'est ce qu'on vient de dire, ça c'est égal à 0. Voilà, donc je viens de décomposer mon intégrale par rapport au lacet que je propose. Et ce qui est assez intéressant, déjà, normalement, vous pourrez commencer à le remarquer que, et là, je vais me permettre de faire une petite hypothèse entre-temps, et vous allez voir que il restera à montrer l'hypothèse. Alors, l'hypothèse qu'on va démontrer un petit peu plus tard, et je vais vous montrer ensuite comment on peut montrer ce que j'affirme ici. Ce que j'affirme, c'est que cette intégrale-là, quand R tend vers l'infini, ça tend vers 0. Si tel est le cas, quand je fais tendre R vers plus infini, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais juste vous montrer pourquoi, en effet, ça va permettre de conclure. Eh bien, si je fais tendre R vers plus infini par rapport à l'égalité que j'ai écrite là-bas, je me retrouve alors avec l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins t carré dt, ok, plus l'autre intégrale, mais il faut changer les bornes, donc je vais mettre moins l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle I pi sur 4 fois exponentielle de moins I carré, moins I t carré dt. Ça, je sais que ça va valoir 0 du coup. Et donc, je suis pas loin, hein, j'ai l'intégrale de Fresnel. Hein. Donc là, ça, je sais que ça va être racine carrée de pi sur 2. Ok. Et puis, je sais que ça va être égal à exponentielle de I pi sur 4 fois l'intégrale de Fresnel. Donc 0 à l'infini, t carré dt. Et exponentielle de I pi sur 4, ça tombe bien, exponentielle de I pi sur 4, son inverse, puisqu'il va falloir que j'inverse, ça va être exponentielle de moins I pi sur 4, pour l'instant j'ai pas dit grand chose, mais c'est notamment 1 moins I sur racine de 2. Tiens donc, et donc si je remplace, ça veut dire qu'en effet l'intégrale, ouais, j'ai peut-être pas besoin de l'écrire, mais je pense que vous êtes convaincus que maintenant si je remplace, je réobtiens le résultat ici divisé par 2, hein, donc le cas 0 à plus infini, et je conclus. D'accord? Donc j'espère vous avoir convaincu qu'en effet, si j'arrive à montrer que ce truc-là tend vers 0 quand R tend vers plus infini, j'ai gagné. Alors maintenant, reste à montrer ce que je viens d'affirmer. Et pour montrer ce que je viens d'affirmer, on va regarder ce qui se passe en module. Alors maintenant, je vais effacer tout ce que j'ai dessiné, en espérant vous avoir donné une bonne idée de ce qui se passe. Hop. Et il me reste à essayer de montrer ce que je viens d'affirmer ici. Ok, alors, ce qu'on va regarder, c'est on va regarder en termes de module ce qui se passe. Donc le module de l'intégrale de 0 à pi sur 4 de R I exponentielle I θ fois exponentielle de moins R carré EI de θ, c'est R carré j'ai dit, EI de θ, voilà, dθ. Alors, si je fais bien attention en faisant rentrer le module, c'est ce que je vais faire tout de suite, par inégalité triangulaire, ce qui va se passer, c'est que le R reste et peut sortir de l'intégrale. Le I module, ça vaut 1, exponentielle Iθ, ça vaut 1. Et puis ici, quand je fais exponentielle d'un nombre complexe, ce qui va me rester, c'est la partie réelle. D'accord? Donc, je vais obtenir intégrale de 0 à pi sur 4 de exponentielle de moins R carré cos de θ. Bon, très bien, je vais faire maintenant un tout petit changement de variable, juste parce que ça pourra être un peu pratique. Donc j'ai réécrit l'intégrale dont je veux la convergence, donc je vais pas. C'est pour ça que je me permets d'effacer. Ok. Donc si je fais un petit changement de variable en disant je pose t égale à 2θ, donc dt sur 2 égale dθ, ça va me donner que ceci est égal à r sur 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de exponentielle moins
r carré cos de t, alors c'est pas pi sur 4, c'est jusqu'à pi sur 2 maintenant, dt. Puisque j'ai multiplié par 2 les angles, hein, donc multiplier par 0, 2 fois 0 ça fera 0, et 2 fois pi sur 4 ça donnera pi sur 2. Donc on se retrouve avec ça. Ok. Alors maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va essayer d'utiliser des inégalités. Hein, parce que bon là, cosinus de pi sur 2, on est peut-être moyennement content, parce que bon, bah, pi sur 2, cosinus de pi sur 2, ça donne 0, donc là, ça fera apparaître du r sur 2, et bon voilà, on n'est pas trop content de ça. Mais, si on utilise des inégalités assez particulières, eh ben, on va pouvoir conclure que cette intégrale-là, fois le r sur 2, bah, finalement, on va pouvoir... Parce que là, pour l'instant, on n'est pas très convaincu, là, comme je viens de l'écrire, on n'est pas encore très convaincu que ce truc-là tend vers 0. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quelque chose sur le cosinus de t, et je vais utiliser notamment une inégalité de convexité sur le cosinus. Donc, si je regarde ce qui se passe pour le cosinus, je sais que la fonction cosinus est une fonction concave. Donc, la fonction cosinus est concave. Comme ça va me donner une inégalité assez, plus ou moins fiable en tout cas, pour pouvoir avancer et amener à une intégrale qui va finalement tendre vers 0 quand r tend vers l'infini. Donc je vais avoir concave sur, donc je veux que ce soit concave sur r, on va y arriver, donc sur r, non pas sur r, pardon, je veux qu'elle soit concave sur 0 pi sur 2. Et elle est concave sur 0 pi sur 2. Suffit de faire le dessin, hein, donc la fonction, si je dessine vite fait entre 0 et pi sur 2 ce qui se passe, j'ai une fonction qui ressemble globalement à quelque chose comme ça. Voilà. Pas vraiment un cercle, mais quelque chose qui ressemble un peu à ce goût-là. Et donc, bah, par concavité, ce que je peux faire, c'est regarder la corde que j'ai ici. Et si je regarde la corde que j'ai ici, et que je regarde la fonction associée à cette corde, eh ben, je vais pouvoir dire que le cosinus, il est toujours compris entre... Est-ce que je vais... Je pense que c'est bien de faire comme ça, ok. Je vais pouvoir dire que le cosinus, il va être compris entre deux choses. Donc, cosinus de n'importe quelle valeur t va être compris entre deux choses. Ça va être compris entre 1, bon là je vais prendre une borne assez simple, mais par contre comme borne inférieure, je ne vais pas prendre 0, je vais prendre quelque chose qui dépend de t, et ce quelque chose vient de cette droite que je viens de dessiner. Alors si je veux obtenir le coefficient directeur de cette droite, c'est assez rapide. Le coefficient directeur de cette droite ici, c'est 2 sur pi, voilà. Donc 2 sur pi fois t, et si je veux passer en 0 quand... Donc si je veux passer en 1, bah, je vais faire ça. Et j'ai oublié de mettre un moins parce que je descends. Voilà, donc je peux... Donc là, ce que je viens de déterminer, c'est l'équation de la droite, hein, passant par 1, 0 et pi sur 2, enfin 0, pi sur 2. Donc une fois que j'ai cette droite, bah, je peux dire que le cosinus, il est donc supérieur ou égal à 1 moins 2 sur pi fois t. Ok, alors voyons en quoi ça va nous aider. Donc, si maintenant je multiplie par r carré, donc ça change pas grand chose. Si ensuite je multiplie par un moins, je vais avoir moins r carré cos t, et je vais mettre l'exponentielle en même temps parce que c'est une fonction croissante. Je change le sens des inégalités, j'en déduis que ce truc-là, il est supérieur ou égal à exponentielle de moins r carré, mais par contre il est inférieur ou égal à exponentielle de moins r carré fois 1 moins 2 sur pi fois t. dt. Ok. Et bon bah l'intégrale maintenant de 0 à pi sur 2 de chacune des choses, je peux les calculer maintenant. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'effacer une partie, donc je pense que j'ai plus trop besoin de l'intégrale de Gauss. J'ai plus trop besoin de ça. Bon, j'arrive à la conclusion, hein. Hop. Bon. Bon alors déjà, le cas de figure, ici, je pense que c'est assez clair que quand r va tendre vers l'infini, ça va tendre vers 0. Donc si je fais r sur 2, intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle moins r carré dθ, bah là je vais obtenir donc r sur 2 exponentielle moins r carré
fois pi sur 2, et ça c'est clair que quand R tend vers l'infini, ça tend vers 0. Bon. Mais ça ne nous aide pas pour conclure. Ce qui va nous aider pour conclure, c'est ce truc-là. Alors maintenant, si je veux pouvoir conclure avec l'autre truc, donc là je vais effacer ce que je viens d'écrire, parce que ça c'est assez évident. Hop. Alors je vais décortiquer, donc j'ai R carré, moins R carré, plus, donc là je vais faire fois exponentielle de R carré, donc R carré, il y a un 2 sur pi, fois t, dt, voilà, ok, donc là j'ai un exponentiel de moins R carré, ça je suis content, j'ai un R sur 2, ça je suis content aussi, et puis bah là, la dernière partie qui apparaît, bah, je vais obtenir une intégrale que je peux calculer maintenant, c'est exponentielle de une constante fois t dt. Donc ça va être exponentielle de R carré 2 sur pi fois t divisé par la même constante, donc R carré sur 2pi. Donc j'obtiens ceci, ok. Donc ça c'est égal à ça. Et le exponentiel de moins R carré va se simplifier. Est-ce que je dis une bêtise? Oui, alors je vais rassembler les exponentiels de moins R carré, enfin les exponentiels de R carré, je veux dire plutôt. Donc si je rassemble ça, j'obtiens quelque chose. Et je vais pouvoir simplifier aussi un petit peu ce qui se passe en dessous. Donc je vais obtenir, si je ne fais pas de bêtises, pi sur 4, parce qu'il y a 2 fois 2, pi sur 4, et ici je vais avoir R, puisqu'il y a R divisé par R carré, et l'exponentielle, j'obtiens exponentielle de R carré, oups, exponentielle de R carré fois, alors d'ailleurs j'ai mis t, mais le t je le calcule entre 0 et pi sur 2, je vais aller un petit peu vite. Ah oui d'accord, oui, donc je suis allé un peu vite, alors, il me manque une étape. Bon, par contre la constante c'est bon, mais il me manque une étape. Alors l'étape intermédiaire c'est, j'ai exponentielle de moins R carré. Si je remplace t par 0, j'ai exponentielle de moins R carré, donc il y a un moins exponentielle de moins R carré. Hop. Donc moins exponentielle de moins R carré, ça c'est bon, donc ça c'est quand t vaut 0. Et quand t vaut pi sur 2, et bien en pi sur 2, j'ai tout qui simplifie, ça fait exponentielle de R carré. Exponentielle de R carré fois exponentielle de moins R carré, ça donne 1. Bon ben voilà, hein. Puis là, je pense que c'est assez clair, ce truc-là, quand R tend vers l'infini, ça tend vers 1. Et pourtant, ce quotient-là, lui, il tend vers 0, quand R tend vers plus infini. Conclusion de tout ça, cette intégrale-là, en effet, tend vers 0, quand R tend vers plus infini. Et donc, on peut conclure exactement de la manière dont j'ai explicité les choses ici, et donc arriver au même résultat. Voilà. Il se trouve qu'il y a pas mal d'autres intégrales faisant appel à des nombres complexes qui peuvent se calculer grâce à cette méthode-là. Notamment, je pense à l'intégrale de Gauss. Donc l'intégrale de Gauss, on peut aussi la calculer avec ce genre de méthode, avec une bonne courbe, hein, parce qu'il ne faut pas choisir n'importe quelle courbe. Mais si on choisit la bonne courbe, on peut arriver à montrer que l'intégrale de Gauss vaut bien ce qu'il faut. Il y a pas mal d'autres intégrales, bon là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas forcément toutes les intégrales en tête, mais il y a pas mal d'autres intégrales qui peuvent se calculer à l'aide de courbes comme ça qu'on peut dessiner dans les nombres complexes. Et voilà, je voulais vous en partager au moins une pour vous montrer à quel point ça peut être utile en fait ces histoires d'analyse complexe, à quel point en tout cas ça peut être puissant de les utiliser pour calculer des intégrales. Même si c'est quelque chose d'hors programme pour les prépas, je voulais juste en parler pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et à quel point ça peut être utile. Donc voilà. Ok, je pense avoir terminé pour cet exo de colle. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu et si vous pensez qu'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par la résolution de cet exercice et par tout le reste du contenu de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des retours à donner par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, voilà quoi, donc s'il y a d'autres vidéos, etc., s'il y a d'autres choses que vous voulez voir dans la chaîne, n'hésitez pas à y aller. Donc là, notamment
les autres intégrales que j'ai proposées ou les autres exocols que j'ai énoncés, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt, peut-être un mardi, mais je ne suis pas encore certain. En tout cas, à très bientôt pour le prochain numéro, et je pense que ce sera un petit exocol. Voilà, sur ce, portez-vous bien, bon week-end, et à très bientôt. Salut à tous!